Alors, bonjour à toi en ce dimanche et bienvenue sur ma chaîne Reconnexion à soi. Alors, tout d'abord, pour celles et ceux qui me découvriraient, je m'appelle Géraldine et je suis thérapeute psychocorporelle. J'utilise certains outils comme la numérologie et le soin énergétique, entre autres dans mes accompagnements. J'ai surtout pour l'instant des consultations individuelles, mais je développe aussi petit à petit des ateliers en groupe, une façon de me reconnecter pas à pas à mes premières aspirations, puisqu'auparavant j'étais institutrice primaire et directrice d'école. J'ai un site internet, un profil Facebook et Instagram, et si cela vous intéresse, les liens seront en dessous de la vidéo. Ensuite, j'avais envie de vous expliquer brièvement pourquoi je diffuse des courtes capsules sur des sujets assez factuels, mais aussi très simples, voire basiques pour certains. Et je pense que cela pourrait faire écho à pas mal de monde. Alors au-delà du fait que j'ai une certaine aisance à parler aux enfants, ce qui s'explique assez naturellement par mon métier précédent, la véritable raison pour laquelle je choisis d'aborder des notions simples, parfois même basiques aux yeux de certaines personnes, est très différente et surtout profondément personnelle. Alors en réalité, il m'a fallu devenir adulte et traverser plusieurs étapes de vie pour me rendre compte à quel point j'avais besoin d'entendre et de réentendre ces choses fondamentales. Des choses que peut-être beaucoup considèrent comme allant de soi, mais qui pour moi ne l'étaient pas du tout. Je n'ai pas grandi avec ces repères. Alors à l'école, on m'a appris à lire, écrire, compter, comme la plupart d'entre vous. On m'a appris à rentrer dans le rang et à me taire. J'étais d'ailleurs assez bavarde et joyeuse avant, preuve en sont les remarques dans mes bulletins. Mais on ne m'a pas appris à me connaître. On ne m'a jamais expliqué ce que c'était la confiance en soi, ni que l'estime de soi se construisait pas à pas dans le regard qu'on porte sur soi-même. On ne m'a jamais dit qu'il était normal d'avoir des émotions, qu'il était légitime de les ressentir et surtout de les exprimer, sans honte, sans culpabilité et sans me sentir trop ou pas assez. Dans ma famille non plus, on ne parlait pas de ces sujets. Ce n'était pas un manque de bienveillance, mais plutôt une question de culture, d'époque, de priorité. On ne parlait pas d'intuition, de ressenti intérieur, ni de spiritualité. Ces mots-là, ces idées-là étaient absents, ou peut-être ils flottaient quelque part, mais sans être nommés, sans être reconnus. Et pourtant, je me souviens bien à quel point je me questionnais déjà très jeune sur tout ça, et que j'avais beaucoup de pensées et de ressentis importants, interpellants. Mais je suppose que je n'ai pas trouvé à qui en parler, ni à qui poser mes questions, et c'est ainsi. Alors oui, aujourd'hui, je choisis de transmettre un contenu très simple et je l'assume pleinement parce que je sais que je ne suis pas la seule à ne pas avoir reçu ces clés-là dans ma jeunesse, parce que je sais que d'autres adultes comme moi se sont un jour rendus compte qu'ils n'avaient jamais appris à s'écouter, à s'aimer et à se faire confiance. Et puis, pour chacun d'entre nous d'ailleurs, je crois, parce que parfois ce dont on a le plus besoin, ce ne sont pas de grandes théories ou des concepts complexes, mais des rappels essentiels. Entendre à nouveau d'une manière accessible et concrète que nos émotions ont une place, qu'on a le droit de se tromper, de ralentir, de ne pas aller bien, qu'on peut cultiver la bienveillance envers soi, qu'il est possible de construire une relation intérieure plus douce, plus juste, et donc aussi construire une relation plus saine à l'autre et au monde. Alors oui, mes contenus sont simples, pour l'instant, mais c'est précieux. Et qui sait, ça peut peut-être changer une vie. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et dans cette seconde partie, je poursuis avec un partage plus personnel qui pourra peut-être parler à certains. Alors difficile de résumer une vie en quelques minutes et ce n'est pas non plus mon objectif, je vous rassure, mais je choisis de vous parler de certains points aujourd'hui et peut-être que je reviendrai sur d'autres plus tard quand je serai prête. Alors, toute petite, j'étais plutôt très douce, joyeuse, capable de m'occuper seule très vite aussi. J'ai aussi marché tôt, parlé tôt. L'hyper-indépendance, dont je vous parlerai sûrement un de ces jours, est la conséquence d'une blessure importante. C'est un peu le « moi toute seule, je gère, je n'ai besoin de personne » et ça m'a collé à la peau dès le plus jeune âge. Ensuite, vous avez certainement déjà entendu parler des profils anxieux ou évitants. Eh bien moi j'ai développé très tôt beaucoup d'anxiété pour diverses raisons. Et donc ça a généré chez moi le besoin d'être constamment rassuré, de savoir, de comprendre, d'analyser, de maîtriser, de contrôler, toujours inquiète de la suite, du futur, de demain, et j'en passe. Cette anxiété, comme je n'ai pas appris à l'exprimer avec des mots, je l'exprimais avec le corps. À l'école, je bougeais beaucoup et je parlais beaucoup, comme s'il fallait que ça sorte. En témoignent de nouveau certains commentaires dans mon bulletin. Et en dehors, j'adorais la nature, le vélo, le foot, et oui, les jeux avec les garçons, parce que ça me permettait littéralement de me défouler et de lâcher la pression interne, plus qu'avec les filles qui sont généralement plus calmes. En primaire, j'étais donc plutôt bonne au foot d'ailleurs, j'assume.
Et ensuite, j'ai donc fait beaucoup de sport, de l'équitation, de la natation, du tennis, du squash, du ski et j'en passe. Sauf que les tensions étaient tellement énormes que très jeune, déjà en primaire, j'ai développé des tendinites à répétition. La vie qui venait déjà me dire « il faudrait que tu te calmes ». Et vous pensez à l'époque, je n'avais aucune conscience de tout ça. J'ai donc poursuivi, encore, et ce jusqu'en 2016. Mais bon, je reviens un tout petit peu en arrière quand même. Certains événements de ma vie ont été très marquants. Ma relation à mon père, qui a été extrêmement absent, mais aussi 2 décès de personnes très proches qui m'ont vraiment secoué à 6 ans et 14 ans. Et puis aussi un constant sentiment flou, une sorte de décalage, de ne pas faire vraiment partie de ce monde, de ne pas me sentir entendue ni comprise dans qui j'étais vraiment. Et encore aussi une sorte de mélancolie et de nostalgie de l'ailleurs que j'ai portée extrêmement longtemps. Je sais qu'adolescente, j'étais déjà pas mal connectée à ce que je sentais juste, car je me disais souvent, il est hors de question que je me réincarne. Et pourtant, bizarrement, personne autour de moi ne parlait de ce genre de choses, croyances ou éventualités. Alors, adolescente, au-delà du sport, je me suis alors beaucoup réfugiée dans l'écriture. Je crois que ça m'a permis d'extérioriser certaines choses d'une certaine manière. Et quand je sortais avec des copines, je tentais d'être présente, de me mêler au groupe, de profiter de l'instant. Mais il y avait toujours ce quelque chose en toile de fond sur lequel je ne parvenais pas à mettre de mots, ce flou, ce décalage, cette envie d'être ailleurs, mais où? À l'époque, je ne comprenais pas. Bon, je vous épargne les détails de toute ma vie, mais ensuite j'ai fait mes études d'institutrice primaire et j'ai adoré ça. J'ai travaillé 13 ans dans une école à pédagogie ouverte et je me suis constamment formée en dehors de l'école. J'étais passionnée et j'ai œuvré de la première à la 5e primaire. Pendant ce temps-là, j'ai rencontré le papa de mes enfants et j'ai eu 2 enfants qui ont aujourd'hui 22 et 18 ans. Le temps file. 2009 a été pour moi une année très particulière, une année vraiment charnière dans ma vie, peut-être que j'y reviendrai un jour. Et en 2011, j'ai repris la direction de l'école dans laquelle je travaillais. Eh bien, après, longtemps, lors de mon burn-out, j'ai réalisé que j'avais pris ce poste pour 2 raisons. La première, parce que je me fuyais, que je ne voulais pas voir certaines choses en face, et j'ai donc opté, inconsciemment bien sûr, pour me dévouer à mon boulot sans devoir penser à quoi que ce soit d'autre. Et la seconde, c'était par pur ego. J'avais un grand besoin de me prouver que j'étais capable de diriger, de faire quelque chose d'important, ce qui sous-tendait que je pensais, toujours inconsciemment bien sûr, qu'être un stit n'était pas assez bien, mais j'avais aussi besoin de prouver cela aux personnes autour de moi. J'avais un énorme besoin de reconnaissance, d'être vue, d'être considérée comme quelqu'un d'important. Alors oui, ça marche et ça flatte l'ego un temps, mais à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence, car quand on se sent vide à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur qui va nous remplir, nous nourrir, nous satisfaire. Grand sujet à développer aussi, tiens. Enfin bref, le nez dans le guidon, à vouloir être sur tous les fronts, dire oui à tout le monde, j'ai fini par ne plus dormir pendant des mois et puis évidemment à m'épuiser. J'ai fait un premier arrêt de 4 mois pour burn-out en 2016, mais je suis tenace, je suis retournée au front et fin 2017, là je me suis véritablement effondrée. À ce moment-là, ce ne sont pas 4 mois d'arrêt, mais 4 ans. Et oui, c'est énorme. Et en même temps, avec ma structure, j'ai eu besoin de ce temps pour tout déconstruire et reconstruire ensuite sur des bases plus saines, plus solides, plus authentiques. Ça a été long, extrêmement violent, confrontant et souffrant. Je vous parlerai probablement de cette période dans une autre capsule, ça parlera aux gens qui sont en burn-out. Alors pourquoi je vous partage tout cela? Pas pour me plaindre, pas pour me montrer ou m'exposer, mais parce que j'ai compris que si je voulais transmettre quelque chose de vrai, d'authentique, qui a un impact, je dois d'abord incarner ce que je souhaite transmettre. Et puis aussi parce que nous avons chacune, au-delà des moments positifs bien sûr, un parcours très singulier, avec des petits et grands défis, des chocs, des expériences violentes, souffrantes, dont on ne se souvient pas toujours d'ailleurs tant ça a été difficile. Et là, l'ego fait son job. Il nous protège pendant un temps. Et donc je trouve qu'il est important de le reconnaître, de l'accepter et d'accepter que ça nous a façonné, construit, servi et guidé jusque-là. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en déconstruisant toutes ces blessures, ces peurs, ces conditionnements, ces schémas répétitifs, on peut alors reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et surtout se retrouver soi, son véritable soi, avec plus de douceur, de simplicité, d'authenticité et de vérité. Tu sais, j'ai longtemps eu honte de moi, de toutes mes ombres, même de certains aspects de mon parcours, et aujourd'hui plus du tout. J'en suis même fière, sans ego bien sûr, car je sais ce que j'ai traversé et cela m'a fait véritablement grandir. Et ici, je ne vous ai pas partagé les moments les plus souffrants de mon existence, à suivre ou pas en fonction de ce qui sera utile à ma chaîne au fil du temps.
Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Si certaines choses ont résonné en vous, je veux bien que vous likiez, pas pour le like en soi, ne vous inquiétez d'ailleurs pas parce que je ne sais pas voir qui like sur YouTube, mais moi ça me permet de savoir si ça parle. Et si vous voulez commenter, partager peut-être quelque chose qui a résonné en vous, ça résonnera certainement pour d'autres aussi. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des sujets que vous voudriez que je développe. Je tenterai de m'y atteler si bien sûr ça me parle et que je l'ai vécu, parce qu'on ne peut bien transmettre que ce qu'on a vécu. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre accueil et à bientôt pour d'autres capsules vidéo.